Donc j'ai une première question de Sébastien. Que pensez-vous du marché de l'art contemporain de nos jours et particulièrement de la grande place faite au concept? Doit-il ou est-il la majeure part des cours d'art aux étudiants? Comment imaginez-vous le futur artistique mondialisé avec la montée de l'IA? Vaste question. Alors, déjà, quand on parle de concept, l'art conceptuel, c'est un moment de ce qu'on appelle dans l'art contemporain, ce qu'on appelle l'avant-garde. Parce qu'en fait, si on découpe en tranches l'art, on a la période qui s'appelle l'art moderne, qui est un peu la révolution de la peinture de chevalet, et qui essaye de dépasser la question de la rivalité avec la photo d'une certaine manière, c'est-à-dire qui sort de la question de la figuration pure, soit par l'impression, soit par l'expression, impressionnisme ou expressionnisme. Et ça s'appelle l'épopée de l'art moderne. Hein. On va dire que ça va des impressionnistes jusqu'à la Première Guerre mondiale, en gros. Et après, on ne parle pas d'art contemporain, on parle de... on parle pas d'art moderne, on parle d'art contemporain. Hein. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que jusqu'à la fin de l'art moderne, la capitale mondiale de l'art moderne, c'est Paris. À partir de l'art contemporain, ça se déplace comme par hasard de Paris à New York, c'est-à-dire de la France aux États-Unis. On voit bien donc qu'il y a une dimension d'impérialisme idéologique qui joue. On sait d'ailleurs aujourd'hui que la CIA a mis beaucoup d'argent à l'époque, notamment dans l'action painting et ce genre d'artistes, pour déplacer l'avant-garde de Paris à New York et la faire passer dans la main des Américains. Donc il y a une vraie stratégie d'État et du soft power américain pour s'appuyer sur l'art contemporain pour effectivement faire perdre à la France son leadership. Il y a des gens qui pensaient que c'était une plaisanterie quand on parlait de ça il y a quelques années, c'est-à-dire il y a 30 ou 40 ans, parce qu'ils pouvaient déjà avoir l'intuition de tout ça. Depuis les années 2000, on a les archives, comment dirais-je, de la CIA, et on a les lignes budgétaires et les personnes qui avaient cette mission en charge. Il y avait des budgets, etc. Et donc aujourd'hui, c'est même plus une question. C'est-à-dire que la question de l'art contemporain a fait partie de la stratégie de soft power américain de façon assez précise à partir de l'après-Deuxième Guerre mondiale. On va dire que ça, pour ce qui est de l'élite, ça a dû accompagner un peu le plan Marshall. Hein. Et ça, c'est au moins un truc intéressant à savoir. Et on a perdu progressivement le leadership culturel, parce que même si on avait perdu le leadership politique à partir, on va dire, de Waterloo, la France gardait encore le leadership culturel au niveau de la poésie, de la littérature. Et ça s'est même prolongé, je dirais, par exemple, si on pense à la catégorie qui est la philosophie, ça s'est prolongé jusqu'aux années 70. Hein. Et même aujourd'hui, le prestige très abusif de la French Theory, qui est aussi un terme frelaté, est encore un des restes du prestige de la philosophie française et des sciences humaines françaises sur le monde occidental. Et aujourd'hui, tout ça est fini, hein, voilà, puisque on va dire les Français eux-mêmes y ont renoncé. Voilà, mais ça peut être une manière de s'intéresser au sujet. Alors après, sur la notion de concept, il faut faire attention, parce que l'art conceptuel est un moment de l'art contemporain qui correspond aux années 70. L'art conceptuel, ça veut dire quelque chose. C'est pas du concept dans l'art, ça s'appelle l'art conceptuel. Et l'art conceptuel... Je connais bien, j'ai fait 15 ans d'histoire de l'art, je connais bien. Oui, j'étais à la ville d'Arçon, qui était une école conceptuelle. Oui, mais l'art conceptuel aujourd'hui n'est plus du tout dominant, puisque à partir des années fin 70, on a eu un certain retour à la figuration, à laquelle d'ailleurs j'ai participé, avec un groupe qui s'appelait En avant comme avant, honneur de la peinture. Et ça a donné en Italie un courant, en Allemagne, hein, et en France, ça a donné les Combas, Di Rosa, Boiron, etc. Et il y a eu un certain retour à la figuration, à l'objet, et ça, on dirait que ça a culminé à un moment donné avec James Koons et tout ça, c'est-à-dire que on est presque passé dans cette séquence de l'art contemporain qui s'est d'ailleurs appelée l'avant-garde, hein, c'est-à-dire qu'à partir des années 70-80, on appelle ça plus ou moins l'avant-garde. Et l'avant-garde, en réalité, mélange tout. Et il y a beaucoup de notions de... Parce que là, on mélange tout, parce que Combas, Boiron, tous ces mecs-là, c'est pas du conceptuel, quoi. Non, mais je suis en train de te dire qu'il y a le conceptuel en 70, le retour à la figuration en 80, et à partir des années 90, on appelle ça strictement l'avant-garde. Et là, on mélange absolument tout. Ça peut donner, et il y a notamment le kitsch, le spectaculaire, le grandiloquent.
Parce que l'art conceptuel correspondait à une période un peu austère, un peu minimaliste et assez intello prétentieuse d'une certaine manière et assez rigoureuse. Oui, il y avait de la subtilité quand même. Avec la galerie Yvon Lambert, etc. J'étais dans ce métier-là entièrement pendant des années. Hein. J'ai tenu une galerie, j'ai fait les beaux-arts. Et le spécialiste un peu de ça aujourd'hui, qui a une certaine audience, c'est Hector Obalk, avec qui j'ai écrit mon premier livre sur les mouvements de mode. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait... je veux dire, tout est possible. On a absolument de tout. Et les types qui tiennent le haut du pavé, c'est presque des types qui en fait ont intégré la vision libérale du monde et aujourd'hui sont presque des gens qui jouent à la spéculation. C'est-à-dire que leur jeu, c'est pratiquement de produire des objets et de leur faire valoir très cher par un jeu sur le marché qui est presque considéré comme une démarche artistique, notamment avec des ventes aux enchères sur lesquelles on fait monter soi-même les enchères, etc. Et ça, c'est la séquence de ces 20 dernières années et qui d'ailleurs se vérifie par aujourd'hui deux personnages qui sont d'ailleurs très intéressants parce que moi, ça me les fait comparer à la période de ce qu'on appelle le donjuanisme, c'est-à-dire la période où une certaine élite de la noblesse est dépossédée de son pouvoir guerrier et se rabat, c'est la figure de Don Juan, grand seigneur sur les femmes et les humbles, c'est-à-dire se rabat sur le marivaudage et ces choses-là. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui est un peu parallèle, c'est qu'on a deux grands patrons qui s'appellent par exemple Pinault et Arnault, qui, n'ayant aucune en réalité dimension politique et aucun pouvoir politique, ce que d'ailleurs que ne comprend pas le petit, comment il s'appelle Branco. Le Branco, voilà, le petit branquignol. Ces deux personnages, Pinault et Arnault, qui, vous verrez, qui ne disent jamais un mot de politique, qui ne prennent jamais la parole publiquement pour parler autre chose que de baliverne, comme par hasard, compensent cette impuissance, je dirais cette impuissance politique, qui est quand même quelque chose d'assez dévirilisant, c'est d'être soi-disant l'homme le plus riche du monde, et finalement de ne pouvoir parler que de sac à main, qui est le cas d'Arnaud. Et ces gens-là se sont rabattus, comme du temps du déclin d'un certain pouvoir italien, notamment les Borgia, se sont rabattus sur l'art. Et comme par hasard, ils rivalisent aujourd'hui à travers des fondations d'art contemporain, où en plus ils se prennent très au sérieux, alors que c'est pour moi profondément grotesque. Il y a à peu près tout et n'importe quoi dedans, et ces gens-là sont persuadés de laisser une trace dans l'histoire et d'incarner une certaine puissance parce qu'ils ont des fondations d'art contemporain, qui sont en plus, on le sait, des arnaques fiscales. Hein. Je ne suis pas naïf sur ce plan-là. Et ça, c'est intéressant parce que on voit aujourd'hui que l'art contemporain est sorti de la séquence, je dirais, de la modernité, qui était de l'art sur l'art et un questionnement de l'art sur l'art, pour être un peu, je dirais, dans le tout et le n'importe quoi. C'est très très difficile aujourd'hui de définir des tendances fortes. Oui, on voit bien que Michel Clouscar, il disait c'est une catégorie qui n'a plus rien à dire, d'une certaine manière. Parce qu'on voit bien qu'il y a toute une épopée. Je trouve tout à fait. Il y a une épopée. Il y a une épopée. Oui, il y a une épopée moderniste qui existe réellement. Hein, et elle elle s'affaisse dès les années 60. Et puis, je dis, il y a un revival du figuratif qui est déjà presque un aveu de faiblesse, puisque c'est retourné un peu quelque part à l'illustration, et c'est des arts qui n'ont pas atteint une très grosse cote d'ailleurs. Et puis après, on est dans le tout et n'importe quoi. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que ça vaudra, tout ça, dans 50 ans ou un siècle. Je pense que ça vaudra pas grand-chose, parce qu'en plus, il y a cette notion qu'avant, l'art avait quand même un lien qui est le lien de l'artisanat avec le savoir-faire. Je veux dire, les grands peintres étaient quand même des virtuoses, et on ne peut pas discuter du génie de Velázquez. Dès lors qu'on arrive au monochrome, on est uniquement sur un art de l'idée, c'est-à-dire, comme moi j'avais une phrase que j'ai souvent reprise, c'est « on ne découvre pas deux fois l'Amérique, on ne tue pas le père deux fois ». Le premier qui fait un monochrome a peut-être inventé quelque chose, bon, je crois que c'est Malevich, hein, mais quand on arrive à Yves Klein avec le bleu IKB, c'est un monochrome en 1950, c'est-à-dire que ça fait déjà... La plaisanterie dure déjà des décennies, depuis des décennies et des décennies, on va dire de 1920 à 1960, ça fait 40 ans, et en fait, c'est très difficile de prendre ça au sérieux et d'y voir quelque chose de génial, parce que le génie, on va dire, c'est le premier qui a l'idée, d'une certaine manière, parce que c'est un art de l'idée. Une fois que cette idée, quelqu'un l'a eue, elle vaut plus rien, hein, parce qu'il n'y a aucune maîtrise et virtuosité à peindre à monochrome. Et ça, c'est tout le problème aujourd'hui de l'art contemporain, c'est que la question du savoir-faire, qui fait que même le petit peuple pouvait être impressionné par les grands peintres, même s'ils n'y connaissaient rien, parce qu'ils voyaient quand même que c'était
incroyablement difficile à faire. Il y avait une notion que ça demandait une énorme maîtrise au niveau de la main. On comprend d'ailleurs que dès les impressionnistes et dès les expositions, comment dirais-je, des indépendants, le peuple se gausse des tableaux impressionnistes parce qu'à la limite c'est assez normal. Ne comprenant pas la démarche qui est une démarche interne au monde de la peinture, ils ont l'impression que c'est des tableaux qui sont mal peints ou qui ne sont pas finis. On ne peut pas leur en vouloir. Il faut vraiment être... En réalité, à partir de ce moment-là, la peinture devient une question d'initié. Et c'est comme un peu pour la musique de jazz. Pour comprendre qu'il y ait des peintres impressionnistes, il faut comprendre que ces gens-là, puisque le principe de la création, c'est le renouvellement. Pour être un génie digne de Bach, il faut devenir Mozart puis Beethoven. Si on refait Bach pendant 300 ans, on peut pas être un grand musicien, on est un exécutant. Et en fait, quand les impressionnistes peignent des tableaux impressionnistes, en fait, ils s'appuient sur une période précédente en disant bon, ça, on sait le faire, on l'a déjà fait. Sous-entendu, on sait encore le faire. Il y a toujours cette idée-là qui est sous-jacente. On essaye d'avancer plus loin. Puisque aujourd'hui, à la limite, la figuration est réglée par la photo. Il ne faut pas oublier l'importance de la découverte de la photo dans le problème qu'a rencontré les arts de l'œil. C'est qu'à un moment donné, la photo, c'est le faire. Et à un moment donné, c'est comment dire plus en peignant, par exemple, un visage que ce que va dire une photo d'un visage. Et là, on a la voie de l'impression, la voie de l'expression, c'est-à-dire faire passer un message sensible qui est au-delà de la représentation stricte du réel. Et ça... c'est déjà une approche qui est, je dirais, une approche interne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la figure de Van Gogh d'ailleurs est très éloquente. Van Gogh n'est pas un peintre qui peint les familles royales ou qui peint des figures sacrées, comme dans le temps des ateliers où les types avaient des commandes. Ça, c'est le dernier moment de ça, c'est le moment de la Révolution française, peut-être avec Géricault et tout ça. C'est un type qui se bat tout seul, et souvent d'ailleurs dans une grande souffrance et une incompréhension, avec l'histoire de la peinture pour essayer d'aller encore un peu plus loin. Notamment en découvrant à un moment donné, par exemple, la peinture japonaise. Vous voyez, c'est souvent des choses comme ça. Et là, on est déjà dans un moment d'initié. C'est pour ça que moi, un type aujourd'hui, un bourgeois, même des années 30 ou 40, qui ricane des ricanements du peuple qui allait voir les salons des indépendants et qui ricanait en regardant un tableau de Monet, par exemple, c'est très arrogant, parce qu'en réalité, il était assez normal de ricaner en regardant des tableaux qui n'étaient pas finis. Puisque les types, c'était de saisir... C'était le principe de ne pas finir. Oui, mais ce principe, il faut le comprendre. Excuse-moi, si t'es peintre, tu le comprends, mais si t'es un plouc qui va voir une expo de peinture, qui a l'habitude de voir des chefs-d'œuvre classiques, qui sont purement figuratifs et traités dans le détail, et qui voit à un moment donné un tableau qui lui semble pas fini et pas très virtuose d'ailleurs, parce qu'en fait le type a voulu saisir ce que c'est qu'un soleil qui se lève sur une étendue d'eau, en extérieur et en temps réel. Le principe, c'est de peindre le lever du soleil. Donc on sort de la peinture d'atelier, etc., etc. Il est compréhensible que les gens ne comprennent pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, ça devient, comment dirais-je, une question interne aux professionnels de la peinture. Et aujourd'hui, quand tout le monde s'extasie dans les expositions sur les grands tableaux modernes, ça me fait doucement marrer parce qu'en fait, c'est purement de l'apprentissage. C'est de la soumission, comment dirais-je, aux valeurs officielles. Les 3/4 des gens seraient incapables de différencier un tableau de la grand-mère avec un Monet si on leur montre pas le chemin et s'il n'y a pas la signature et il n'y a pas le MoMA autour. Faut pas être prétentieux. Moi, à un moment donné, j'ai vécu au milieu de l'art primitif et de l'art africain. Je peux vous dire qu'entre un faux objet africain fait sur un trottoir de la porte de Vanves et un chef-d'œuvre Bakota ou je sais pas quoi, le commun des mortels est incapable de le voir. Alors évidemment, après, quand c'est dans un musée, il y a toujours le bourgeois et la connasse pour dire « Oh, quelle merveille !» parce que c'est marqué « Extasiez-vous maintenant sur cet objet-là », vous voyez. Mais moi, je mets au défi les types de le faire, je dirais, comme disait André Breton, l'œil existe à l'état sauvage. C'est assez faux, à mon avis. Voilà. Et ça fait le parallèle avec le jazz. Il est tout à fait compréhensible qu'un type qui a l'habitude d'écouter de la musique basée sur de la mélodie, quand il écoute par exemple Charlie Mingus ou Dizzy Gillespie au moment du bebop, il ne comprend rien. C'est même insupportable à l'oreille. C'est tout à fait normal parce que c'est des gens qui font de la musique. C'est le principe, je dirais, du palindrome. Ils font de la musique sur de la musique. C'est-à-dire que c'est ce que dit d'ailleurs Charlie Mingus dans ses écrits que j'ai étudiés. Il dit « Moi, je ne joue pas la note connue puisque tout le monde la connaît. Je joue la note d'à côté. »
Et donc le principe, c'est que pour comprendre que la note de côté est une note intéressante, il faut déjà avoir en mémoire culturellement la bonne note. C'est-à-dire qu'il faut comprendre de quoi part ce moment du jazz qui est très intello, qui correspond d'ailleurs beaucoup à la même période de la peinture. Il n'y a rien de plus intello que le bebop. Hein. C'est très inaccessible je comprends tout à fait qu'un paysan de la Creuse, si vous lui mettez Dizzy Gillespie et Charlie Mingus, il pense on se fout de sa gueule. Et surtout, ça le fait souffrir. Il saigne des oreilles. et moi, qui suis passionné par la période fusion de Miles Davis, pour écouter et apprécier, il faut avoir fait tout le parcours initiatique après Debussy. Hein, après Debussy, le foxtrot, le machin, le truc, etc., le New Orleans. Et là, on comprend parce qu'on comprend à partir de quoi ça se décale et de quoi ça parle. Et le principe, c'est d'être impressionné parce que ça va un cran plus loin. Mais le principe, quand ça va un cran plus loin et un cran plus haut, ça devient de plus en plus vertigineux par définition. Et de plus en plus casse-gueule. C'est casse-gueule et vertigineux. Et c'est la dernière période que je peux beaucoup aimer moi aussi de John Coltrane. C'est casse-gueule et vertigineux. Hein. Il y a des moments de grâce. Et d'ailleurs, à un moment donné, ça se casse la gueule complètement. C'est dans le free jazz, qui est un contresens, puisque c'est prétendre ramener le jazz à son primitivisme africain, alors que le jazz n'est pas du tout une musique africaine. Hein. C'est de l'écriture occidentale, des instruments occidentaux, joués par des Noirs qui ont été déportés aux États-Unis et qui se sont formés à la musique sur la liturgie protestante. Donc c'est une musique métisse, mais la dimension africaine dedans, elle est très résiduelle. À la limite, c'est la syncope, c'est-à-dire ce qui vient du djembé, hein, et qui effectivement n'existe pas dans la musique classique. C'est la révolution du jazz, c'est la syncope. À mon avis, c'est le moment décisif. Enfin voilà, donc je me suis un peu éloigné du sujet. Je pense pas d'ailleurs que l'IA va jouer grand-chose. L'IA, on peut déjà... Aujourd'hui, un artiste d'art contemporain est déjà, entre guillemets, un escroc. C'est un type qui se positionne par rapport à un marché et qui a une bonne culture de l'art, en général, un peu comme un DJ, et qui se dit, tiens, je vais tenter un truc. Alors, il y a un type, à un moment donné, qui fait des animaux, tu sais, des écorchés d'animaux dans du formol. Et surtout, maintenant, il y a un retour à la dimension spectaculaire. Il faut qu'il y ait une dimension de spectacle. Je crois que le truc qui a été le plus marquant à un moment donné, c'est soit le plug géant comme œuvre d'art à Paris, où il y avait à un moment donné, il y avait au château de Versailles, il y avait le homard géant en plastique gonflé de Jeff Koons, vous voyez. Et on est sommé de s'extasier en disant c'est de l'art contemporain, mais au moins il y a une dimension par rapport à l'art conceptuel, c'est que ça amuse les enfants. Il y a presque la dimension fête foraine maintenant, c'est-à-dire que pour que quand même les gens crient pas au scandale et qu'ils aient pas envie de se sauver tellement ils se font chier, ce qui était un peu le cas de l'art conceptuel, hein, où il y avait un côté très très chiant, il faut qu'il y ait une dimension un peu de spectacle. Il y a presque un clin d'œil, genre au moins on s'amuse. Le problème là où on rigole moins, c'est quand on voit le prix que c'est vendu, hein. Pas confondre avec le prix que ça coûte et le prix que ça vaut, hein. Ça aussi, c'est pas confondre, hein. Et qu'à un moment donné, on se dit qui achète ça? Alors comme par hasard, des fondations de Pinault, Arnaud, etc., c'est très louche. Et le pire, c'est quand c'est ce qu'on appelle les 1%, c'est-à-dire l'argent du contribuable, hein, au nom de ce qu'on appelle les 1%, pour ceux qui connaissent, trucs qui ont été amenés par les socialistes. Et donc voilà, là j'ai fait un peu le tour de la question. Alors si vous voulez, je peux vous lire un texte que j'ai écrit où je récapitule l'histoire de l'art en 2 pages, si vous voulez. C'est un exercice qui est dans mon dernier bouquin, Plus contumeur. Donc je vais vous le lire. Petite histoire de l'art contemporain. Oui, ça c'est pas moi d'ailleurs, les gens m'ont dit que c'était rigolo l'art contemporain, mais en fait c'est pas de moi. Hein. C'est un jeu de mots aujourd'hui qui est relativement employé. C'est qu'effectivement ça compte plus pour grand chose. Alors je vous le lis. D'abord, l'objet de la peinture, art de l'œil, c'est de figurer les dieux et ceux dont ils descendent, les rois et les nobles. D'où ces tableaux mythologiques et religieux, tous ces portraits d'aristocrates qui constituent l'essentiel de la peinture classique. C'est déjà bien de le remarquer. Puis en Hollande, accompagnant les débuts du capitalisme, de simples bourgeois enrichis se font aussi tirer le portrait. Ben ça, c'est l'école hollandaise. Hein. Coupé peu à peu du sacré sous cette poussée bourgeoise et démocratique, se multiplient aussi les paysages, les natures mortes, et ainsi de plus en plus livré à lui-même, l'art désanobli commence à tourner en rond. Bon, on est déjà sur les pots de fleurs et le problème de Cézanne, comment on peint un panier de pommes et ces choses-là, jusqu'à ce que l'invention de la photo vienne lui porter le coup de grâce, l'obligeant à faire autre chose et autrement. Désormais, la fonction de la peinture n'est plus de figurer le réel, mais de faire ressentir,
impression, expression. Le réalisme s'éloigne peu à peu jusqu'à l'abstrait, un processus de défiguration, souvent mal compris par les regards simples attachés au savoir-faire, où l'idée prend fatalement le dessus et où l'art, libéré de sa fonction initiale, figuré, se pose de plus en plus la question sur lui-même pour devenir l'art sur l'art. C'est très important. On a déjà ça chez... putain, j'ai des problèmes avec les noms propres maintenant, c'est Gauguin, avec un tableau où il y a écrit « Qui sommes-nous où allons-nous? Que faisons-nous ?» Je sais pas quoi. Vous voyez, déjà, le tableau se justifie par une phrase, hein, qui peut amener après à Magritte « Ceci n'est pas une pipe ». Vous voyez, on est vraiment déjà dans l'art de l'idée. Hein. Ainsi passe-t-on de l'art moderne qui consistait encore à peindre différemment à l'art contemporain, le conceptuel, l'avant-garde, c'est ce que je disais tout à l'heure, où non seulement on ne peint plus du tout, sinon du blanc, du bleu, du noir, du rien. Alors là, on a Soulages, le plus grand peintre français, qui ne peignait que des tableaux noirs, toute sa vie achetée d'ailleurs par des halls d'accueil de banques internationales, hein, il y a quand même quelque chose de assez louche, et qui est mort à 102 ans, je crois, là récemment, et qui est considéré comme le plus grand peintre français. Il peint des monochromes noirs avec effectivement un jeu de brillance lié qui peint au couteau, etc. J'ai un peu de mal à m'extasier là-dessus, même si je reconnais que c'est assez décoratif dans le hall, dans la salle d'attente d'une grande banque. Hein. Voilà, donc voilà. Ainsi passe-t-on de l'art moderne qui constituait encore à peindre différemment à l'art contemporain, le conceptuel, l'avant-garde, où non seulement on ne peint plus du tout, sinon du blanc, du bleu, du noir, du rien, mais où le savoir peindre devient suspect, artisanal. À un moment donné, ça c'est la revendication assez perverse de Dali, qui se réclame à un moment donné de meissonniers, c'est-à-dire des peintres pompiers, et dont toute la deuxième partie de la carrière consiste à montrer qu'il sait encore peindre de façon, on va dire, néoclassique. Ce qui d'ailleurs, ce sont des tableaux un peu kitsch, hein. Ça ne vaut plus rien aujourd'hui. Hein. La pêche au thon de Dali, moi-même j'ai essayé de la vendre, ça a circulé partout, ça s'est complètement effondré. Ce qui n'est pas le cas de Picasso. Hein. Bon, il faudrait se poser la question. Et comme on ne découvre plus deux fois l'Amérique, qu'on ne tue pas le père deux fois, cet art de l'idée dans tous les sens devient vite une catégorie qui a tout dit et qui partant n'a plus rien à dire. Vous voyez, art de l'œil qui se survit désormais par la nécessité sociale, la déco, comme l'écho d'une étoile morte. Il ne faut pas oublier que la peinture est aussi la décoration des riches, de ceux qui ont le moyen de s'en payer un. Vous voyez ? Et la question souvent, c'est à ça que servent les galeristes, qui sont très souvent de la communauté de lumière d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui est chic de posséder en ce moment comme peintre si dans son loft surdimensionné, on veut montrer qu'on est au sommet, comment dirais-je, de l'échelle sociale et de l'échelle du snobisme. D'où d'ailleurs la fondation Pinault-Arnaud, vous voyez, hein. Voilà, il faut pas oublier que c'est quand même de la déco pour mettre sur les murs. Hein. Un art sombrant dans la redite, le détail, l'esbrouf, le kitsch, passant de l'idée à l'astuce, puis de l'astuce à l'arnaque. Hein. On y est. Et paradoxalement, comme on boucle une boucle, l'art désormais sans maîtrise ni objet redevient ce qu'il était à l'origine, l'art de magnifier les dieux et les rois. Mais dans ce monde totalement régi par le capital, le nouveau dieu et ses nouveaux rois que sont le marché et les maîtres du marché, pour qui l'art, lui-même spéculatif, figure à nouveau comme un miroir le pouvoir de ceux qui peuvent se le payer. Vous voyez ? Voilà. Objet sans valeur réelle venu du travail, c'est-à-dire objet sans valeur réelle venu du travail, il n'y a de valeur réelle que ce qui vient du travail, c'est ça que je veux dire, payé avec de l'argent lui aussi tiré de nulle part, sinon de la spéculation. C'est-à-dire qu'on achète avec de l'argent qui vient de nulle part des choses qui finalement ne sont rien. Vous voyez, il y a une espèce de boucle. Hein. Soit du vide achetant du vide pour cacher le vide. Vous voyez, ça c'est une belle phrase. On en est là, et que restera-t-il de tout ça dans 100 ans? Voilà, ça c'est un texte que j'ai écrit qui résume l'épopée de l'histoire de l'art. C'est un sujet, à mon avis, très intéressant. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie quand je suis rentré aux Beaux-Arts, parce que j'avais pas le bac et je voulais pouvoir avoir la mutuelle pour soigner mes dents. Et en fait, les Beaux-Arts, c'est sur concours. Et j'ai réussi à rentrer aux Beaux-Arts. J'y ai rien appris parce que c'est une école, déjà, quand j'y suis rentré en 80, qui nous disait que l'art ne s'apprenait pas. Donc c'est intéressant. On est dans une école où on vous dit que vous n'avez rien à y apprendre. Donc j'ai bien compris qu'il n'y avait rien à y apprendre et je n'y ai rien appris, à part comment acheter les tickets de cantine. Voilà, donc voilà le résumé. Alors après, si je veux finir le sujet, parce que c'est quand même un sujet qui est très intéressant justement pour s'initier à l'idée. En fait, il y a deux grandes figures de l'art du XXe siècle, quand on résume. Il y a Picasso et Marcel Duchamp.